Donc, je vous remercie d'être présent ce soir. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je suis Pierre Loubet, maire de Gilly et vice-président à l'ANO en charge de la politique culturelle. Je me permets d'insister sur la dénomination politique culturelle parce que jusqu'à présent, on avait plus une gestion des équipements culturels, ce qui est indispensable. Mais là, c'est quand même un peu autre chose, si j'ose dire, que gérer, animer des équipements culturels. Donc, j'ai été chargé par le président de définir une politique culturelle. Voilà. On va y revenir, mais on va commencer par le tour de table. Donc, pour ça, je suis accompagné de Sophie Dumas, que vous connaissez bien, et Pascal Mazoero, qui sont conseillers délégués, qui peuvent se présenter eux-mêmes. Oui, donc Pascal Mazoero, je suis adjointe aux affaires culturelles à Albertville et j'ai été nommée donc, déléguée à la culture, à la politique culturelle, en plus spécialement chargée de la coordination sur Albertville et le Beaufort-Québec. Alors moi, je suis conseillère déléguée au projet culturel de Ville et conseillère au sein d'Arbizaire, donc charge de la coordination sur le GIE de la. Valérie Lagier, je suis adjointe à Autolus. Alors, je suis adjointe sur la vie locale, donc parmi mes attributions, j'ai la culture. Jacques Héroux, adjointe à la ville d'Albertville. Bonsoir à toutes et à tous. Jean-Pierre Jarre, adjoint au domaine public et au tourisme à Albertville et délégué à l'intégralité de la halle olympique au niveau de l'ADO. Bonjour à tous, Éric Rousseau, adjoint à Cléry et je suis conseiller communautaire, nous n'en avons qu'un sur la commune de Cléry. Bonjour, moi je suis Juliette Derrier, je suis élue à Liège, je m'occupe de la politique et de la culture et également de la bibliothèque. Bonjour, je suis Florine Besson, je suis adjointe sur la commune de Flumet en charge du tourisme et de la culture. Bonjour, je m'appelle Morel, conseillère municipale à l'élu en charge de l'école. Bonsoir, moi je suis conseillère municipale sur la commune de Plancherie. Bonsoir, c'est Jenny Pagny, conseillère municipale à Saint-Paul-sur-Isère sur la commission culture, milieu associatif et numérique et responsable de la bibliothèque. Bonsoir, Christelle Delmont, je suis adjointe aux finances à la mairie de Mercury et culture et bibliothèque. Bonsoir, je m'appelle Claude Vernier-Favrel, je suis adjointe au maire à Notre-Dame de Belleville, dans le Val-d'Arly, et je suis chargée des affaires scolaires. Bonsoir, je suis Sébastien Page, pour la mairie de Reims. Je suis impliqué sur la partie culture et finances. Bien, merci. Et donc à ma droite, deux collaborateurs de l'AGLO qui vont se présenter. Fabien Dumont, responsable des équipements sportifs et culturels. Et Jocelyn Vinet, directeur à l'école musique et danse. Mais c'était juste, je voulais excuser Nelly Burdet, Muriel Théâtre et Marie-France Hérédois qui m'ont fait savoir que peut-être parmi nous. Merci Fabien. Donc cette première réunion, c'est une réunion déjà de contact de solutions pour celles qui ne traiteraient pas. Et puis, comme l'a dit demandé le président de l'AGLO, Franck Lombard, c'est de faire un peu l'état des lieux. On va aller plus loin. Donc l'état des lieux, ça commence effectivement par les équipements culturels qui sont sous responsabilité de l'AGLO. Alors, il y a deux équipements culturels qui dépendent directement de l'AGLO. On peut considérer que c'est des services, entre guillemets, de l'AGLO. C'est les médiathèques, Albertville et Ugine, qui sont gérés directement par l'AGLO. Et puis, l'école intercommunale de musique et de danse, parce que souvent on oublie la danse, qui est aussi une structure gérée directement par l'AGLO. Et puis, il y a deux autres structures qui sont le Dôme Théâtre, géré par une association qui s'appelle l'ADAC, qui existe depuis 1992, sauf erreur. Et puis, les cinémas qui sont gérés par l'association Les Amis du Cinéma.
qui gère à la fois le Dôme Gambetta et qui gère le Dôme Cinéma et Chantecler Alger. Donc il y a deux modes, si vous voulez, il y a deux, c'est bien séparé, entre d'un côté ce qui est purement anglo, géré par l'anglo, et de l'autre côté, ce qui est géré par deux associations du stade, qui sont autonomes, et en d'autres administrations, il y a un président, un trésorier, etc., il y a un conseil d'administration, et qui est bien différent de structures comme l'école de musique et de danse et les bibliothèques. Voilà. Donc ce soir, c'est pour vous présenter un peu ces quatre équipements. Donc, je remercie Fabien et Jocelyn d'être là ce soir pour préparer cet équipement. Et donc, Jocelyn l'idée va commencer par vous présenter rapidement parce que on va partir en relais pour la suite avec Fabien. Jocelyn, qui est directeur de l'école de musique et de danse, va nous présenter son établissement. Voilà. Alors, je vais essayer d'être le plus bref possible parce que je crois qu'il y a un gros. On a du temps. Donc, l'école de musique et danse sur Arles-Isère, c'est 4 sites d'enseignement avec 2 principaux qui sont Albertville et Ugine et 2 antennes de proximité qui sont Beaufort et Grésy-sur-Isère. La mise en place de studios de répétition aussi sur Ugine qui permet depuis 2 ans à des groupes de répéter de façon indépendante. Et une salle d'art numérique qui est un équipement partagé qui est dans les locaux de l'école de musique mais qui est partagé à différentes structures du territoire de telle façon à ce que voilà, quand il y a besoin d'avoir des équipements numériques sur côté artistique, ça puisse être utilisé par tous. Le PowerPoint sera diffusé, donc je ne vais pas tout relire hein, évidemment, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper aussi dans la présentation. Pour faire le plus synthétique possible, grosso modo, il y a 4 missions sur lesquelles on évolue pour l'école musique et danse. Bien entendu, la mission principale qui est l'enseignement spécialisé, donc des disciplines artistiques qui sont la musique et la danse, comme l'a dit Pierre Louvet, il ne faut pas oublier la danse qui est quand même, bien que moins importante en nombre d'élèves et en nombre de profs, ça reste quand même quelque chose de très important au sein de l'équipement. Et puis bon, la musique, on a quand même une grande diversité de choix, que ce soit au niveau des instruments, au niveau des cursus, on y reviendra par la suite. Donc ça, c'est la grande partie de l'activité. Et les autres activités sont les interventions qu'on peut faire, que l'on peut déployer sur l'ensemble du territoire. En tout cas, on essaye d'aller le plus loin possible. C'est des interventions milieu scolaires principalement. Et puis en structure sociale, on essaye de diversifier aussi, d'aller vers des structures de petite enfance, vers des EHPAD, vers des établissements sanitaires et sociaux. On avait presque réussi à aller vers l'hôpital, mais avec le contexte sanitaire actuel, c'est de plus en plus difficile justement d'intervenir là-bas. J'espère qu'un jour, plus proche possible, on puisse retourner et puis aller finaliser ces actions. Donc on a des intervenants musiciens qui vont pour soit mener des ateliers au long cours, soit vraiment faire des rencontres assez ponctuelles. On a une mission aussi de soutien à la pratique amateur, c'est-à-dire on essaye tant que possible d'aider aussi les musiciens amateurs à avoir une pratique régulière, d'être un établissement ressource sur le territoire s'ils ont des besoins spécifiques, en collaborant avec le projet, en mettant des interventions aussi de professeurs de l'école de musique, en étant conseillés aussi par rapport à leur pratique. Et enfin, une grande partie aussi du travail, c'est l'animation, donc l'animation culturelle via les projets d'action culturelle qui sont toujours en lien évidemment avec la structure, soit l'enseignement, soit les interventions. Donc là, on peut faire venir des artistes, s'associer à la diffusion déjà existante par d'autres partenaires ou proposer directement une diffusion. C'est plus rarement le cas, j'essaie toujours d'avoir quand même des partenaires pour ce qui est de la diffusion, mais en tout cas, d'avoir des moments d'échange avec les artistes, avec les compagnies,
d'avoir de la création, d'avoir voilà, des collaborations, évidemment. Donc ça, c'est les 4 grandes missions de l'ENT. Pour revenir sur les cursus, on s'adresse à peu près à tous les niveaux d'âge, puisqu'on a des cycles d'éveil qui vont de l'atelier parents-enfants les plus jeunes jusqu'à l'année dernière, on avait notre doyenne qui avait 83 ans, qui ne s'est pas inscrite cette année, parce que évidemment c'est un petit peu délicat avec le Covid, mais je pense que dès qu'elle pourra, elle reviendra. Donc on balaye assez large. Le gros quand même des élèves, des effectifs, ce sont le cycle 1, les enfants âgés de l'âge des écoles élémentaires, quoi. Grosso modo, c'est à peu près le gros des trous. Et puis, on a après les deuxième cycle et quelques troisième cycles qui sont collégiens et lycéens. On a une section, donc pour la danse, c'est à peu près la même chose, c'est à peu près les mêmes proportions, évidemment. Quelques garçons, on aimerait bien que c'est la danse classique, on aimerait bien qu'il y ait un peu plus de garçons. C'est vrai que ce n'est pas naturellement des garçons qui vont s'inscrire là-dedans, mais on en a quand même quelques-uns, et il faut compter, c'est intéressant quand même que ça ne soit pas uniquement pour les filles. Bien sûr, c'est ouvert à tous. La classe horaire aménagée musique qui existe maintenant pour la 6e année, donc c'est environ 60 collégiens qui suivent un cursus de la 6e à la 3e. Pour quasiment la moitié d'entre eux, ils démarrent la musique en 6e et grâce aussi à un gros travail qu'on a fait au niveau du Val des Roses et du Champ de Mars, on a des élèves qui viennent du REP et qui viennent s'inscrire sur cette section charme. Ça, c'est un petit succès pour nous parce que c'est toujours délicat d'attirer les publics qui sont. Voilà. Un petit schéma des cursus. Grosso modo, le premier cycle, donc comme je disais, c'est le plus gros des troupes, avec des ateliers de pratique musicale. C'est des temps en commun où ils vont chanter, ils vont faire du rythme, ils vont faire de la musique ensemble. Donc on est en groupe, on a un projet en commun. Ça remplace et l'orchestre et les cours de solfège, on met tout en même temps, on fait un travail en commun, on apprend de la théorie en faisant de la pratique, donc c'est un atelier de pratique musicale. Et bien sûr le cours d'instrument, du coup plus spécialisé, puisqu'on est en effectif plus réduit, de préférence par 2 ou 3, donc c'est pour ça qu'on appelle ça du semi-collectif. Et puis aussi on est individuel quand on n'a pas trop de choix. Une fois que le premier cycle, donc à peu près 3-4 ans, 4-5 ans pour certains, ensuite, on a le choix entre un cycle général qui va être plutôt orienté vers l'orchestre, vers des pratiques orchestre d'harmonie, d'orchestre classique, on connaît un petit peu, qui est un cursus diplômant et qui peut aussi mener vers un 3e cycle amateur. Donc là, on aura une spécialisation. C'est assez peu d'élèves. Ça concerne 2 à 3 élèves. Le 3e cycle, oui, pardon. Le 2e cycle, c'est... On a une 60aine pour l'instant d'élèves. Le 3e cycle, c'est 3-4, mais en même temps, c'est important d'avoir ce cycle-là qui permet quand même d'aller vraiment plus loin au niveau de l'apprentissage. Et l'autre cycle possible qui est diplômant, c'est le cursus musique actuelle, donc qui est un cursus diplômant qui est vraiment orienté vers la pratique des musiques amplifiées la plupart du temps, en groupe, avec des logiques un petit peu différentes que le cursus général. Et là, par contre, on n'a pas le 3e cycle. Et enfin, depuis de nouveau cette année, parce qu'on a quand même une demande, d'avoir un cursus non diplômant, un cursus plus libre parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui n'ont plus envie de s'investir, parce que ça demande quand même un gros investissement personnel pour apprendre, donc un cursus libre qui met toujours en avant les pratiques collectives. Ça, c'est vraiment le cœur du projet, c'est la pratique collective. Dans tous les cursus, il y aura la pratique collective. Le cycle de danse, c'est un petit peu plus simple à lire puisqu'il n'y a pas beaucoup de choix. C'est un cycle qui va se suivre des niveaux d'éveil, premier cycle, 2e cycle, avec des petites évaluations en fin de cycle. Voilà. Le cursus CHAM, donc j'en ai parlé tout à l'heure, en partenariat avec le Collège Condon-Savoie. On a 2h30 de cours à l'Arpège, donc à l'école de musique et danse, et 3 heures de musique au collège, qui sont assurées par les personnels du collège. Je ne vais pas citer les nombreux projets qu'on met en œuvre, et chaque année, le but du jeu du cursus. Donc, CHAM, c'est classe horaire aménagée musique. C'est
un cursus qui met vraiment en avant les arts de la scène, c'est ce qu'on dit. Donc, ils apprennent comme un instrument de musique, mais il y a toujours, chaque année, un projet de spectacle, un projet que pourrait monter une troupe tous ensemble. Donc, c'est vraiment ce qu'on propose aux enfants, c'est vraiment de travailler autour d'un projet systématique. Voilà. Les interventions musicales, donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, je ne vais pas revenir dans le détail, à moins qu'il y ait des questions ou des interventions. Les actions culturelles, donc juste pour voilà, ce que je parlais tout à l'heure, des différentes possibilités, des résidences artistiques, des ateliers, avec la pratique amateur, parfois des conférences illustrées aussi, ça c'est des choses que le public apprécie bien, parce que du coup, on est entre de la diffusion et de la discussion, c'est plutôt intéressant. Des échanges aussi entre écoles, qu'elles soient école de Savoie ou j'espère qu'on pourra retourner à Winnenden et qu'on pourra accueillir Winnenden de nouveau, parce que là, on a dû annuler l'échange l'année dernière. Voilà, c'est toujours pour les mêmes raisons. Et puis, bon, les rencontres showcase, c'est vraiment des rencontres très brèves avec des artistes. Quelques images qui illustrent les projets d'action culturelle de l'année dernière, donc en partenariat avec le Grand Bivouac. On a en ce moment, pour la deuxième année, Nicolas Folmer, donc, qui est un musicien de renommée internationale, donc, qui est à l'origine aussi du Festival de Jazz d'Albertville, qui est en résidence. Alors évidemment, c'est pareil, la résidence a été un peu courte l'année dernière, donc on est au paquet cette année pour finir et finaliser au mois de juin au Guillaume. C'est d'ailleurs avec lui qu'on devait aller à l'hôpital et du coup, ça marche plus. On avait rencontré aussi Thierry Ballas, ce sont autour de musique électronique dans les cursus musique actuelle. Stéphane Grosjean, percussion corporelle, beaucoup d'expression corporelle aussi. Les arts numériques qui sont aussi un des derniers, comment dire, objectifs, ou voilà, des choses qu'on travaille sur Ugine pour essayer de dynamiser un petit peu le site d'Ugine, qui a besoin aussi de renouveler aussi les propositions, et ce travail autour de musique actuelle et des arts numériques est important et voilà, en plein développement. Quelques chiffres. Je ne vais pas vous assommer avec ça. Grosso modo, on est sur 600 inscriptions. Alors, vous avez on a quand même fait figurer les préinscriptions et les inscriptions parce que on a beaucoup de préinscriptions et il y en a toujours quelques-uns qui soit se désistent, soit des fois on ne peut pas non plus accrocher tout le monde, faute de cursus, de place, etc. Donc, c'est aussi pour rendre compte aussi de l'intérêt qu'il faut avoir voilà, sur le territoire des personnes. Donc là, on tourne autour des 600 élèves. Là, on est plutôt autour de... Cette année, je n'ai pas les chiffres... j'ai les derniers chiffres en tête. On est plutôt vers les 570, 580. On a, par rapport à certains collègues de Savoie, et on a été assez peu impactés par le Covid, on a certains cursus qui, malheureusement, et notamment les plus jeunes, les éveils à Ugine, certains parcours découvertes, je ne sais pas si c'est lié à la peur de s'engager sur un nouveau cursus, mais en tout cas, on a certains cursus qui habituellement sont quand même bien complets, qui pour cette année ne le sont pas. Mais grosso modo, on n'a quand même pas trop à se plaindre parce que j'ai certains collègues quand même en Savoie qui ont fait moins de 40% de l'inscription. Pour justement, on avait beaucoup cette crainte à sortir du confinement au printemps. C'est vrai que tous les cursus pour lesquels on a pu reprendre un semblant d'activité en fin mai et juin, on l'a fait pour inciter les élèves à revenir dès le printemps, avant l'été, pour essayer de limiter au maximum la culture qu'on avait pu connaître et inciter à la réinscription. Donc, bon, ça a vraiment fonctionné. Finalement, on voit que malgré nos craintes, on n'est pas si mal que ça. La répartition par site, alors on voit qu'il y a évidemment 76% des élèves se concentrent autour d'Albertville pour différentes raisons qui ont toujours été, c'est-à-dire que le site d'Albertville, l'Arpège, donc des nouveaux locaux plus grands qui permettent d'accueillir plus de monde, aussi une population qui est quand même relativement concentrée, une population de jeunes actifs qui est plutôt concentrée autour d'Albertville. Les gens veulent forcément aller au plus près pour avoir leur cours d'instruments. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a volontairement délocalisé les cursus musique actuelle sur Ugine,
pour justement dynamiser aussi, redynamiser un petit peu le site du film qui était en perte de vitesse. Et là, on est en train de travailler très sérieusement aussi sur les antennes de Beaufort et Brésil qui sont malheureusement chaque année en perte de vitesse. Et malgré ce qu'on a pu faire précédemment, on n'arrive pas à renouveler les effectifs. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail là-dessus de réflexion qu'on a commencé à mener, mais je pense que ça va être un des objectifs du futur projet d'établissement, d'essayer de trouver des solutions, peut-être des nouveaux cursus différents, plus adaptés aux attentes des populations de ces territoires-là qui ont peut-être d'autres problématiques. Je ne sais pas, il faut qu'on arrive à trouver des solutions qui permettent quand même de redynamiser ça, parce que force est de constater que les cursus que l'on propose ne répondent plus aux attentes. Voilà, là-dessus. Mais en tout cas, voilà, on essaye de de concentrer quand même vraiment nos efforts pour essayer de répartir au maximum les élèves sur les différents sites. Ce n'est pas forcément très évident. La répartition par rapport au nombre d'heures pédagogiques, vous voyez que les parcours dans les murs, ce que je vous disais, c'est l'enseignement, c'est 88% l'année dernière de l'activité, donc c'est une très très grande majorité. D'année en année, elle diminue un petit peu. Alors, ce n'est pas un mauvais signe, parce qu'en fait, ça veut dire que ce qu'on fait hors les murs, on augmente aussi. Voilà. Et je crois que cette année, on a encore franchi un petit cap, puisqu'on a de nouveau des projets d'intervention qui sont développés. Donc, c'est vraiment un choix, voilà, d'essayer de déployer des choses aussi en expérience. Les budgets, on a un indicateur qui vaut ce qu'il vaut, c'est le coût moyen par élève, sachant qu'un indicateur, il faut surtout regarder un petit peu l'évolution, en fait, parce que c'est toujours délicat de s'attacher vraiment à un seul indicateur. Grosso modo, c'est voilà, on divise le coût de la structure par le nombre d'élèves et le nombre d'inscrits. Évidemment, plus on diminue le nombre d'élèves dans le mur, et plus ça aurait tendance à augmenter. Mais en même temps, évidemment, on déploie des moyens sur l'extérieur, donc on voit quand même que le coût moyen est relativement le même chaque année ou en légère baisse. On est dans une moyenne nationale qui est voilà, grosse. Plus les structures sont grosses, plus le moyen forcément est important. Sinon, bah voilà, après, je vous laisserai éplucher si ça vous intéresse. Les chiffres. N'hésitez pas à me solliciter même plus tard si jamais vous avez besoin d'avoir des informations, parce que ce n'est pas maintenant, évidemment, que vous aurez. S'il y a des interrogations sur comment on interprète ça, je peux essayer de répondre à des questions, bien entendu. L'organigramme actuellement, je sais. Donc, avec l'équipe pédagogique, alors c'est un tout petit, 25 professeurs. Au niveau du secrétariat, on a un temps plein et demi, puisque Annick Kaltenbach, donc, est secrétaire de direction, qui est à temps complet, Atis à mi-temps. On a une personne qui entretient l'usine en direct, puisque le reste, c'est de la prestation de service. Donc, moi, je suis en temps complet en direction. Je figure aussi dans la liste des profs parce que du coup, j'enseigne aussi le mercredi quelques heures. Là, cette année, je crois que je suis à 5 heures. J'essaie de garder quand même un petit peu de contact si c'est toujours intéressant. Voilà. J'en ai terminé pour cette brève. Et donc, voilà. Brève présentation. Oui, une petite question. Par rapport dans les différentes missions, il y a celle qui consiste à intervenir sur le territoire au milieu scolaire. Oui. Donc, du coup, la démarche, c'est toujours une démarche qui vient du professeur de l'école. Oui. C'est ça. Parce que nous, dans le Val d'Arly, donc, on a, d'après ce que j'ai entendu dire, mais c'est à confirmer, il y a un projet de chant, possiblement, de spectacle de chant qui va se mettre en place avec les écoles du Val d'Arly. Et j'imagine qu'elles vont avoir besoin d'intervenants. Alors, je ne sais pas, souvent, elles ne passent pas par Arlysère, souvent, elles vont aller chercher des intervenants ailleurs. Mais si elles montent un projet qui est validé par l'Éducation nationale, je pense qu'il y a un référent en musique au niveau de l'Éducation nationale. Alors, à ce moment-là… Tout à fait. C'est toujours l'école qui porte le projet. C'est ça. Alors, ça peut être impulsé par un partenaire, c'est pas de souci. Mais c'est toujours l'école qui va porter le projet. Et il y a une plateforme qui est maintenant au niveau national, qui s'appelle
Adage. Et donc, les directeurs sont au courant, les directeurs d'école sont au courant normalement, puisque l'inspection a fait l'information assez nombreuses fois. Donc, il faut absolument qu'ils s'inscrivent sur cette plateforme-là, sur Adage. En général, l'ouverture de cette plateforme, elle est de juin à septembre. Donc, je me faudra vérifier si elle est encore ouverte, si jamais ils ont un projet. Parce que c'est vrai que nous, les interventions, globalement, on les construit courant mai, juin. Souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que les écoles nous contactent avant de remplir les formulaires pour déjà se mettre d'accord sur ce qu'ils ont envie de faire. Nous, on propose ce qu'on peut faire. Donc, il y a déjà une préparation du projet. Après, eux, ils vont remplir du coup leur partie sur la plateforme Adage, de l'Éducation nationale. Et moi, j'ai après l'inspection qui, donc, via Isabelle Paquier, qui est conseillère pédagogique, elle va me transmettre les différents projets, les différentes demandes. Et j'essaye, tant que je peux, de déployer les professeurs intervenants sur les différents projets. Jusqu'à présent, on a toujours réussi à aller jusqu'au bout. Donc, voilà, faut pas qu'ils hésitent à me contacter. Là, on est un peu tard dans la saison déjà. J'espère que si jamais ils ont des velléités pour cette année, il ne faut pas qu'ils traînent, qu'ils m'appellent tout de suite. J'essaie de voir si. Et là, vous avez une idée du coût? Alors, jusqu'à présent, le principe était de répartir le coût entre les communes et Arlysère, avec une estimation du global de 60, c'est 27,50 fois 2, 65 euros. Donc, grosso modo, c'est moitié-moitié. Et donc, on refacture en fait le coût d'intervention à 27,50 euros de l'heure. 75, pardon. Donc, ça, c'est validé à chaque fois dans les tarifs chaque année. Il y a un vote qui se fait au conseil communautaire sur les tarifs. À chaque fois, il y a le niveau des propositions de tarifs sur les interventions. Voilà. Qui correspondent à peu près à la moitié du coût horaire. Et j'ai souvenir que vous parliez l'année dernière d'un studio d'enregistrement, c'est pas ça? Oui, alors puis encore en projet. On a déjà les studios de répétition. D'accord. Le studio d'enregistrement, il y avait une première étape qui avait été de faire venir un acousticien. Bon, après, pour différentes raisons, je pense qu'il y a eu aussi des changements d'équipe municipale. Donc, il y a eu une pause en fait, dans le projet. Il n'est pas abandonné, puisqu'entre deux portes, on en avait reparlé avec les personnes référentes. Je pense que ça, c'est des choses qui vont être réactivées assez rapidement pour voir si on peut mener le projet à terme. Donc, pour l'instant, le studio d'enregistrement, il n'est pas fonctionnel. Il n'existerait pas encore. Il est encore en projet. Voilà. Donc, si par exemple, les maîtresses qui se mettent ensemble décident qu'ils ne vont pas de se produire sur scène avec le Covid, par exemple, mais d'enregistrer quelque chose. Alors, moi, je suis capable de venir avec du matériel pour enregistrer. Parfait. Ça, on peut se déplacer pour venir enregistrer sur place. Le studio d'enregistrement, on est quand même sur un équipement un peu plus pointu, qui permet d'être dans des conditions, si ce n'est professionnel, en tout cas, ce qu'on connaît les standards avec les lois de l'incendie. Mais en tout cas, pour enregistrer des projets d'école, on a du matériel qui permettrait de venir sur place, faire déjà des rendus qui sont faciles. Très bien, merci. Ça, c'est possible. Bien, merci. Voilà. Juste préciser que le projet d'établissement de l'école qui arrive à son terme. Arrive cette année, voilà, tout à fait. Et donc, dans les travaux qu'on a sur la table, il s'agira d'effectuer un état des lieux de l'activité du projet précédent, et puis d'en dresser un prochain pour 5 ans, 6 ans. J'essaye de le faire coller au mandat, en fait, avec des bilans, un bilan à mi-mandat, mais ça plus que coller. Voilà, donc le projet le précédent se termine au 31 décembre. On n'a pas de temps à perdre, mais on est encore dans les. Ça fait partie des travaux à mener les prochains mois. Bien, merci Jocelyn. Avant qu'on le libère, est-ce qu'il y a d'autres questions pour vous souhaiteriez? Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à solliciter si besoin. Je serai ravi de vous répondre. Alors, du coup, je vais essayer de mettre ouais. Je fais ça. C'est bon, c'est super.
Je te laisse la main. Tu sais, tu vois le téléphone là-haut pour mettre. Hop. Merci Jocelyn. Eh ben, donc c'est un peu dans le désordre, hein. On n'a pas fait une priorité des structures. Il n'y a pas d'ordre. Non, il n'y a pas d'ordre. Donc la deuxième, dans l'ordre, si j'ose dire, c'est donc le Dom-Théâtre. Dom-Théâtre, vous savez que l'église depuis l'époque des Jeux Olympiques algériens était gérée par la ville d'abord, après par les communes de Chorale, et puis après par l'Isère à sa création. Donc le Dom-Théâtre, comme je le disais à l'introduction tout à l'heure, est géré par une association, c'est pas Arnisère, c'est pas la collectivité locale qui gère le Dom-Théâtre, c'est la DAC, l'Association pour le développement d'Algérie par la culture, une association qui existe depuis que quasiment le théâtre existe. Donc c'est une scène conventionnée d'intérêt national art en territoire. Donc qui dit scène conventionnée par la DRAC et par l'État, donc dit scène conventionnée, dit financement variable, mais aussi qui impose quelque part une programmation. Voilà. Parfois on entend dire mais la programmation de la DAC, c'est à ce que je souhaiterais, etc. Alors, tous les avis sont possibles, hein, là comme ailleurs. Il faut savoir que quand on est une scène conventionnée, on doit passer quand même dans des passages obligés. Ça n'empêche pas qu'à côté, il peut y avoir, en dehors de ce qui est conventionné, il peut y avoir d'autres manifestations, c'est le cas, mais une scène conventionnée, il y a quand même des règles à respecter pour avoir les financements à côté. C'est aussi donc une scène conventionnée pour la danse. Donc il y a deux conventions la DAC et Arnisère. Donc la convention pluriannuelle multipartite, c'est la DRAC, c'est l'État, la région Rhône-Alpes, département de la Savoie, Arnisère et la DAC, l'association. Et donc il y a une convention de partenariat entre la DAC et Arnisère fixant la mise à disposition des locaux et le soutien financier. Parce que les locaux n'appartiennent pas à l'association, ça va de soi, ils appartiennent à la collectivité qui met à la disposition de la DAC. Donc la DAC est une association loi 1901, il y a à peu près 1148 habitants, adhérents, pardon, au dernier recensement. Voilà. Et donc, il fonctionne comme une association classique, à savoir une assemblée générale, donc qui rassemble les adhérents individuels et les associés, une assemblée délibérative constituée de plusieurs collèges. Donc, il y a le collège adhérent, qui est représenté par 16 membres, c'est-à-dire quand vous êtes adhérent direct à l'association. Il y a le collège des associés, donc ça peut être d'autres associations, des partenaires, voire des entreprises qui s'adhèrent collectivement. 6 membres. Et puis, il y a 15 membres de droit désignés par les collectivités. 15. Il y a un conseil d'administration, c'est pas bien visible de là-bas, c'est pour ça que je fais un commentaire rapide. Il y a un conseil d'administration qui est composé des adhérents, 8 membres, du collège associé, 3 membres, et 10 membres de droit désignés par les collectivités. Donc, Pascal Mazoero, Sophie Bibal et moi-même, nous y sommes, et il doit y avoir d'autres, puisque il y a il y a les collectivités, il y a voilà, vous devez lever la main, comme ça on montrera. Donc, Jacques Hiroux et Éric Rousseau, pardon. Voilà. Et puis, l'instance, on va dire, qui est au sommet, alors là, c'est inversé, hein, mais l'instance de direction, si j'ose dire, et donc c'est le bureau, donc où sont représentées 5 personnes issues des adhérents. Au collège associé, il y a 1 membre et il y a 4 membres de droit représentant la collectivité locale. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous poser des questions au fur et à mesure de cette présentation. Alors, là, on passe directement au budget, comme ça au moins, on est dans l'ambiance directement. Non, mais après, on parle plus artistique, c'est pour ça, du coup. Mais la culture, ça aussi a un coût, il ne faut pas l'oublier. Donc là, c'est un budget qui est équilibré à 1,1 million à peu près annuel. Hein. Vous avez à côté gauche les dépenses. Donc les dépenses artistiques, c'est 413 000 €, j'arrondis, hein, pour éviter
rentrer trop dans le détail. Donc, c'est tout ce qui est le paiement des spectacles et des artistes. L'action culturelle, 69 000 euros. Les fournitures, bon, c'est du classique, 45 000 euros. Service extérieur, Fabien vous dira. C'est les prestataires, notamment les intermittents. Voilà. Les charges, notamment les intermittents. Donc, principalement les intermittents qu'on embauche en fonction des spectacles. Impôts et taxes, donc 8 000 euros. Donc, là, on ne peut pas dire qu'il y a trop d'impôts. Masse salariale, donc c'est un grosse ligne budgétaire, puisque c'est presque 500 000 euros sur 1,1 million, il faut avoir ça en tête, un peu moins de la moitié. Autre charge, 490, je vais passer très vite. Et puis 15 501 euros d'amortissement, puisque la DAP aussi a un petit peu de matériel, donc forcément. Et puis elle a du personnel, donc elle doit faire des provisions aussi par rapport, quand on part à la retraite, il faut anticiper et constituer des provisions. Voilà. Juste pour compléter, sur ces charges, vous voyez, en fait, la partie artistique est malheureusement pas ça ne met pas la moitié du budget. Et malheureusement, c'est la partie qui est, entre guillemets, la plus facilement rognable quand on a toutes les charges fixes qui sont à payer. La masse salariale, les impôts et taxes, les services extérieurs, il y a une partie variable malgré tout. Ouais, il y a beaucoup de charges fixes. Et au bout du bout, la variable d'ajustement, on a tendance à aller sur les charges artistiques, et c'est justement ce qu'il faut arriver à ne pas faire et à préserver. Voilà. Bon, c'est un peu un cercle infernal. Hein. Ouais. Donc c'est vrai que la directrice, elle a bien réussi à remettre les choses dans le bon ordre, et puis c'était pas forcément un peu quelques années, on a connu des périodes délicates. Mais voilà. L'indicateur, c'est malgré tout conserver un volant de budget artistique suffisant pour assurer une programmation, une diffusion, et puis tout l'accompagnement artistique qui se fait avec les amis. Voilà, il faut être attentif à ce ratio-là. Bien sûr. Il y a combien de TP au niveau de l'AC? Je n'ai plus en tête, ils sont en tête, je crois que c'est 13. Ouais. Ils sont toutes réserves. Oui, pardon. L'action culturelle, ça recouvre quoi? L'action culturelle, c'est ce qui est fait quand il y a des ateliers qui sont organisés, quand il y a la programmation qui est faite sous forme de conférences, toutes ces choses, entre guillemets, annexes en tout cas, qui entourent le spectacle proprement dit. Très souvent, pas pour tous les spectacles, mais pour beaucoup de spectacles, l'artiste vient la veille et il y a des actions qui sont faites. Alors, une école vient rencontrer l'artiste, l'artiste va un peu ce que décrivait Jocelyn tout à l'heure au sein de l'école de musique, c'est un peu le même esprit. Voilà. C'est tout ce qu'on arrive à monter autour du spectacle proprement dit pour créer des liens artistiques avec les différents Donc, on a vu les dépenses, on va passer aux recettes et on peut faire le parallèle entre la première ligne, d'un côté la dépense et de l'autre côté la recette. La dépense artistique, 416 000 euros. La recette, 178 000 euros. Ça donne une ordre d'idée de ce que, quand on va au spectacle, la recette globale est du temps, 178 000 euros, alors que les spectacles coûtent 416 000 euros. Donc, on se voit tout de suite que ce n'est pas le spectateur qui paye la totalité du spectacle. Les autres recettes, ça peut être notamment la recette du bar, je crois, oui. Puisqu'il y a un bar à l'accueil, un bar d'entracte, comme on appelle. Et puis il y a peut-être des frais de location sur des billets, des choses. Voilà. Location de la salle. De temps en temps, il faut faire. Oui, parce que la salle peut être louée aussi, mais pas rarement, parce que c'est une salle de théâtre, on ne peut pas y faire aussi n'importe quoi. C'est pas une salle des fêtes, hein, c'est pas péjoratif quand on dit salle des fêtes. Les subventions, donc on a du conseil départemental de Savoie, 135 514. Arlisère, c'est la plus grosse subvention, 464 000. Les subventions liées à l'artistique, donc les collectivités partenaires, départements, régions, il y a plusieurs lignes budgétaires, vous savez. Donc le conseil départemental verse dans le cadre de l'artistique 88 198 €. La DRAC Rhône-Alpes, c'est-à-dire l'État, 107 248. La région Auvergne-Rhône-Alpes, 116 553. Et la communauté de communes tarentaise vanoise, 12 341.
Et les autres, alors ça doit se ventiler entre plusieurs petites actions. Ouais. Après, en fonction des projets menés et puis des opportunités de financement de divers organismes, la DAC arrive à pouvoir monter des projets spécifiques et pour pouvoir être éligible à des petites financements qui permettent, la plupart du temps, beaucoup c'est lié à un spectacle et à une action culturelle. Et donc, ça permet d'étoffer et l'action culturelle et la programmation en rentrant dans un dispositif particulier. Ça s'appelle FIAC. Voilà. Donc, les adhésions, à chaque fois, il y a des adhérents, mais sûr, ils payent une cotisation, toute association. Et les mécènes, donc il n'y en a pas beaucoup. Tout représente 25 000 €. Et autres, 3 200, je ne m'étendrai pas sur l'importance de la somme. Si, je ne sais pas si Fabien... Non, je n'ai même pas en tête. Je n'ai pas... Il y a peut-être des remboursements. Oui. Voilà. Pour un budget qui s'équilibre à 1,1 million. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, monsieur Sprung, tu parlais au début de politique culturelle. Jocelyn a d'ailleurs évoqué son projet pédagogique tout à l'heure à l'école de musique et de danse. Ce qui pourrait être intéressant, mais je ne sais pas si on est en mesure de le faire ce soir, mais peut-être les prochaines fois, c'est d'évoquer à chaque fois le projet culturel, alors passé ou présent, des différentes institutions, ce qui nous permet de voir en gros, en quelques mots, vers quoi ils tendent. Oui. La DAC, me semble-t-il, vient de renouveler. Oui. Et donc, il y a effectivement, dans le cadre du renouvellement de la convention, Fabienne, la DAC, présentée par Fabienne, la directrice, a établi l'obligation et l'a fait d'établir un projet culturel très, très concret. Donc, on pourra le présenter. Voilà, tout à fait. On pourra effectivement, lors des prochaines réunions, présenter le projet de chaque structure, avec la responsable de chaque structure qui viendra présenter ça aux élus. Pardon. La répartition. Donc la répartition en nombre de spectacles, soit en danse, musique, théâtre ou art du cirque. C'est la colonne de gauche, c'est 13 spectacles. C'est la dernière saison, j'imagine. Oui. Hein, c'est pas la saison actuelle. Non, c'est pas celle qui vient de se terminer. Non, parce que là, elle était assez amputée. Donc, il y a eu 13 spectacles de danse, 9 de musique, 17 de théâtre et 2 des arts du cirque. Donc, c'est quand même assez diversifié. Et à la colonne de droite, vous avez le nombre de spectateurs. C'est-à-dire si on avait, vous pouvez avoir un nombre de spectateurs par représentation. J'ai fait le calcul. Ouais, ça fait calcul. Oui. Donc, c'est pour la danse, à peu près 200 spectateurs par représentation. Pareil pour la musique. Un peu moins pour le théâtre, 160. Et pour les arts du cirque, 270 spectateurs par représentation. C'est les arts du cirque qui rassemblent le plus de monde par représentation. Oui, c'est assez logique, c'est très familial. C'est ce qui a le plus de succès. Sachant que les chiffres sont trompeurs, entre guillemets, parce que la programmation, là, ça regroupe ce qui est présenté au sein de la salle du Dôme. Alors, la salle du Dôme, de mars, c'est 600 places. Un petit peu plus. Mais ça représente aussi des actions décentralisées qui sont faites dans toutes les communes du territoire. Et pour le coup, des fois, on a des jours vers 50 personnes. Alors forcément, ça fausse le ratio. Oui, c'est total. Voilà. La DAC ne joue pas au théâtre avec 150 spectateurs à chaque fois. C'est pas le cas. C'est en général plutôt autour de 80% de mémoire, le taux de remplissage est plutôt entre 80-90%. La capacité totale du théâtre, et ça inclut les techniciens et les acteurs au sens large du terme, ceux qui sont sur scène, est de mémoire de 730 personnes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accueillir plus de personnes, mais la jauge spectateur est de 650-660 spectateurs assis par terre et les 2 galeries. Et donc, on est souvent, le rajouter le taux de remplissage, on est autour de 80%, de mémoire, voire un peu plus. Pas de bêtises, c'est ça. Hein.
Et voilà, donc le delta, bah, c'est l'action et la représentation dans les communes du territoire. Après, suivant les spectacles, il y a aussi des jauges maximales. Oui, c'est voilà. voilà. C'est vrai qu'il y a aussi des spectacles à double visite. Voilà. S'il vous plaît, est-ce que ça compte les scolaires, les spectateurs, là? Je crois que oui. Je crois que oui, oui. Oui, c'est tout confondu. Normalement, oui. Les arts du cirque, c'est plutôt la direction du scolaire. Les adultes, ça précis, mais c'est plus les scolaires. Donc, on a parlé des spectacles d'hommes et extérieurs, et ce qui est marqué en dessous, effectivement, donc, c'est une décentralisation sur le territoire. D'ailleurs, ça fait partie aussi des objectifs et des financements, notamment de la DRAC, qui insiste toujours pour qu'il y ait une décentralisation culturelle et pas uniquement dans la salle principale. Et puis, il y a aussi la création par le biais de résidences d'artistes qui se font, je dirais tout au long de l'année, pas tout à fait, mais assez souvent. Et puis, au niveau, en destination des scolaires, donc il y a la classe CHAM qu'on évoquait tout à l'heure avec Josselin et avec l'école de musique et le collège Comte de Savoie. Des représentations spécifiques pour les scolaires et la formation des enseignants. Voilà. Bon, n'hésitez pas à... Et c'était tout pour le théâtre. Après, la partie financement, on en a déjà parlé, mais on va parler du projet d'investissement. Voilà. Donc, Art d'Isère finance, a financé pour un équilibre de la structure 475 000 €. Donc, ça rajoute l'école de musique, plus ça, plus les deux autres qui vont venir derrière, avec un budget conséquent. Donc, tous les ans, il y a un minimum d'investissement. Donc, 10 000 € pour les matériels scéniques. En 2019, il y a les gradateurs. Alors, c'est tout ce qui est éclairage, il faut des appareils très élaborés pour 60 000 €. Et actuellement, il y a un projet qui a été adopté par le Conseil communautaire précédent, en 2019, sur les mémoires, pour effectivement une remise à niveau des équipements, parce que donc, ça a été fait en 92 et ça vieillit aussi. Hein. Donc, il y a des changements de matériel, dont les perches, avec. Bon, ça, là, c'est pas le projet global. Là. Non, c'est le projet global. Parce que le projet global, j'ai plus d'1 million en tête. Hein. Ça, c'est la première phase urgente, elle est à 540 000. C'est pour la première année. Et l'idéal est à 1 million, c'est ça. Voilà. L'idéal, je dirais même le nécessaire. Le nécessaire, voilà. C'est pas l'idéal, c'est le nécessaire. C'est le nécessaire. Et donc, ça sera inclus dans le contrat qui est en discussion avec la région. Donc, la difficulté d'un contrat, c'est que tant qu'il n'est pas signé, vous ne pouvez pas investir, faire les dépenses. Donc, il y a quand même des dépenses qui sont, je dirais, presque urgentes à faire actuellement. On a eu un incident il y a une quinzaine de jours. Le matériel qui a lâché, qui est tombé au sol. Donc, effectivement, c'est la priorité. Donc, Fabien s'active, les élus aussi, pour essayer de trouver une solution avant signature du contrat. Mais à ce jour, je parle sous le contrôle de Fabien, on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse du tout, ni positive ni négative, mais a priori, ça va être assez difficile. Ouais. En tout cas, pour inclure effectivement ces travaux dans le cadre du contrat, on aura du mal, le contrat du PPR n'est pas signé. Donc, on a d'autres pistes qu'on essaie d'activer et on espère d'arriver à. Alors, peut-être qu'on sera obligé de phaser différemment que ce qu'on avait envisagé au départ. De mémoire, les perches, sur ces 542 000, il y a un peu plus de 300 000 € qui concernent le système de perches, donc les travaux urgents. Et il est possible qu'on arrive, si on arrive à scinder ces travaux en 2 phases, on pourra sans doute faire une première phase très urgente qui serait subventionnée par la DETR, pour laquelle on a déjà reçu l'accord de subvention. Et on fera les autres phases une fois que le contrat serait signé avec la région. Il y a quelque chose que je comprends pas au niveau de comptabilité. Les investissements sont amortis. Sont amortis. Pareil, oui.
Non, mais là, sur le compte qu'on nous a mis, il y avait 15 501 de données. Mais ça, c'est la DAC. C'est la DAC. Le budget qu'on a montré, c'était le budget de la DAC, association qui exploite. Et les gros investissements, ils sont portés par Raliser sur le bâtiment. Amortissement, c'est la voiture de fonction. Et puis, quelques matériels. Les matériels informatiques, voilà, c'est ça, la DAC. Après, les gros travaux de remplacement, d'investissement et d'entretien régulier de la structure, c'est la GLO. Et amorti par la GLO. Sur le budget général. Ouais. Voilà. Pour d'autres théâtres, il y a d'autres précisions à apporter. Non? Donc, on va passer au suivant, la troisième structure. Et peut-être juste une communication, Pierre. Hier soir, il y avait un spectacle du Dôme Théâtre à Cléry. La salle était pleine à 100%, c'est-à-dire 40 personnes en temps de Covid. Et je dois dire que la qualité était totalement au rendez-vous. Oui, c'était extrêmement apprécié. Bon, il faut le dire, quand les choses marchent, on le dit. Quoi. Bien sûr. Oui, la veille, c'était à Udine. Je rejoins tout à fait beaucoup Frédéric. En temps de Covid, bien sûr, on est obligé d'écarter les groupes de spectateurs. Donc, ça réduit les capacités de moitié. De moitié. Ben oui, enfin, peut-être pas tout à fait, mais enfin, grosso modo, c'est ça. Et effectivement, le spectacle était grand qualité. Donc, on couple à la fois l'aspect création et l'aspect décentralisé. Et une petite précision, si vous allez au spectacle dans la salle du Dôme, les places avant le Covid étaient numérotées, évidemment. Maintenant, elles ne le sont plus parce qu'on place les gens de manière à ce qu'ils ne se croisent pas, à ce qu'ils ne reviennent pas sur leur pas. Donc, ça prend un petit peu de temps. Donc, il faut y aller un petit peu en avance et ne soyez pas surpris si dans un théâtre semblable, les places ne sont pas numérotées. C'est pour placer les gens selon normes sanitaires. En fonction de leur arrivée. J'ai eu des retours disant oui, mais c'était avant les places numérotées et maintenant on place les gens. Voilà. Ouais. Pour garantir effectivement une protection sanitaire. C'est la condition. Merci pour ces précisions. Les cinémas. Alors, les cinémas. Donc, c'est la deuxième structure qui est gérée dépendamment d'Arlisère, parce que c'est une association comme la DAC, les Amis du Cinéma, qui est plus ancienne, et donc qui gère le Chantier à Ugine, qui gère le Dôme Cinéma et qui gère le Dôme Gambetta, et qui gère en plus, en dehors du territoire, le cinéma Amitié et le cinéma à Brive-les-Bains. Alors, nous, on s'occupera que de notre territoire. Donc, il y a 3 cinémas sur le territoire, ce que je viens de dire. Donc, à Ugine, vous savez, il y a 2 salles, et il y a 2 salles au Dôme Cinéma. Et en plus, donc, depuis moins longtemps des 4 autres, donc les Amis du Cinéma ont repris en gestion le Dôme Cinéma, qui avant était une gestion purement privée. Le Dôme Gambetta, pardon. Et donc, le Dôme Gambetta était géré avant par une société privée, et qui est désormais géré, je sais, il y a 2-3 ans, un peu plus peut-être. La reprise, je crois que c'est 4 ans. 4 ans, oui, j'aurais dit 2016. 2016, oui. Donc, il y a 4 ans, par l'association Les Amis du Cinéma. Donc, une salle de 247 places, et pendant l'été, il y a eu un rafraîchissement au niveau des fauteuils de cette salle, parce que c'était un peu ancien, pour ne pas dire vétuste. Et donc, les 2 autres salles sont à Brive-les-Bains et Moutier, gérées par l'association. Donc, les Amis du Cinéma, comme je viens de vous le dire, c'est une association. Et c'est plus facile, il faut bien reconnaître, de travailler avec une association qu'avec une société privée qui n'a pas forcément les mêmes objectifs, qui sont tout à fait respectables. Mais c'est quand même plus facile, j'imagine, de travailler avec une association qui a en plus un savoir-faire reconnu. Donc, elle inscrit ses projets dans la politique culturelle, éducative et associative du territoire. Hein, ils sont en plein dans nos objectifs. Donc, l'association valorise les équipements et en assure la gestion, qui sont mises à leur disposition.
Le dôme Gambetta est en propriété de la collectivité, hein, c'est une structure indépendante. L'association travaille en collaboration avec les acteurs culturels du territoire, donc là on rejoint un peu la définition d'une politique culturelle, qui existe déjà, mais qui sera certainement à développer, et développe une vie culturelle accessible au plus grand nombre, de façon à contribuer à la formation de tous les publics. Elle conduit par ailleurs des actions en direction des publics nécessitant des accompagnements spécifiques. Ça peut être les jeunes, les scolaires, les personnes âgées ou les autres publics empêchés, c'est-à-dire des personnes qui ne vont pas forcément facilement au cinéma comme nous et moi. Donc ils font un gros travail pour développer leur structure. Alors quelques chiffres, hein, on a souhaité toujours parler un peu de chiffres, alors pas trop, mais il faut quand même avoir des choses en tête. Hein. Donc l'association gère bien sûr son personnel, hein, avec près de 18 personnes salariées, équivalent en temps plein à 17,71. Je n'aime pas trop sur l'expression de virgule pour les personnes, mais c'est comme ça, près de 18 personnes. Donc une fréquentation qui est plutôt en augmentation. Par rapport à la France, puisqu'on était à plus 7,89%, alors qu'en France, c'était à moins 4%. Donc, on peut se féliciter hein, de ce succès, à voir les choses comme elles sont. 5032 séances et 311 films programmés. Donc, bien entendu, pour chaque film, il y a plusieurs séances qui expliquent le chiffre de 5032. L'éducation par l'image, 11 357 élèves sur 189 séances. Séances spécifiques pour le jeune public, et 139 interventions en classe qui ont bénéficié à 1224 élèves. L'action culturelle a rassemblé plus de 21 000 spectateurs par le biais de 473 actions. Voilà, quelques chiffres. Alors, oui, effectivement, la programmation, c'est le président, enfin, la directrice et le président viendront, on l'a évoqué tout à l'heure, présenter aussi dans une prochaine réunion comment ils travaillent et leur projet. Il faut savoir que les films sont distribués par des distributeurs, excusez-moi, et qu'on n'a pas forcément le choix des films. Il y a un certain nombre de copies qui circulent. Je n'ai pas une grande connaissance, hein, mais c'est ce que j'ai appris. La durée de leur diffusion. Et donc, on est un peu tributaire des distributeurs. Voilà. Donc, ça veut dire que les films, ils vont en priorité. Les distributeurs, ils sont aussi là, il faut bien, pour gagner de l'argent. S'ils ne gagnent pas d'argent, il est difficile de financer les films. Et donc, les distributeurs, eh ben, ils choisissent un peu les salles où seront diffusés les films. Alors ça, voilà, ça c'est la première difficulté. La seconde difficulté, c'est que pour avoir des films de telles affiches, les distributeurs, qui vont avoir leur catalogue de films dont ils savent qu'ils marcheront moins bien, imposent un nombre de diffusions et donc un nombre de séances pour les, entre guillemets, petits films pour autoriser la diffusion d'un grand film. Et donc, quand on cumule le nombre de films qui sortent, qui sont de plus en plus importants, et le nombre de séances imposées pour chaque film par les distributeurs, eh ben, on se retrouve à faire, y compris à Albertville ou une ville qui n'a pas un territoire urbain et qui n'a pas forcément la population pour, à faire des séances à 11h le matin. Simplement pour rentrer dans les clous des contraintes des diffuseurs. Et donc, fatalement, bah, c'est une séance à 11h le matin, économiquement. C'est pour ça qu'on a une moyenne de 27 spectateurs par séance. Ouais, voilà. Voilà. Parce que on sait qu'on nous impose des films qui ne marcheront pas et en plus, on nous impose de les diffuser. Et donc, quand en plus, le modèle du cinéma, là, c'est trois sites, donc on multiplie les charges de personnel derrière, du coup, économiquement, c'est compliqué. Voilà. Merci. Donc, il y a deux modes de financement, si j'ose dire, de la part de l'ISER. Pour les salles du Champ de Clair à Ugine et pour le Dôme Cinéma, c'est une DSP, délégation de service public. Donc, le délégataire doit chaque année établir un rapport qui est présenté au conseil communautaire.
Donc, il y a une subvention annuelle de 115 000 € de l'agglo versée aux amis du cinéma. Et puis, pour le DOM Gambetta, qui est une autre formule, donc c'est dans le cadre de la loi Sueur, et donc on verse une subvention de 11 175 € pour juste cette salle du DOM Gambetta. Voilà. Il faut avoir en tête la distinction entre les deux, on ne va pas rentrer dans le montage juridique, mais il faut savoir que c'est deux modes de gestion différents des cinémas Albertville et Ugy. Et puis, bien entendu, l'Isère finance, entretien des bâtiments dont il est le propriétaire. On ne parle pas de la DOM Gambetta, puisque c'est un propriétaire privé. Alors bon, là c'est un peu voilà, donc là les difficultés qu'on rencontre, c'est des salles qui vieillissent, tout bâtiment public, qui ne correspondent plus forcément aux attentes de la clientèle. Des salles en nombre insuffisant pour répondre au nombre de films imposés par les distributeurs. Effectivement, on est limité en nombre de salles, on ne peut pas passer autant de films qu'on voudrait. Et puis, les contraintes de plus en plus fortes des distributeurs sur la programmation, c'est ce qu'évoquait Fabien. Le projet, donc, pour en parler, si vous le souhaitez, même ce soir, donc c'est un projet de 5 à 6 salles, de jauge moyenne et petite. Il n'est pas question de faire des salles aussi grandes que celle d'Ugy. Non, pour ça, c'est le section complémentaire. Oui. C'est petite et moyenne salle, effectivement. Et donc, un cinéma permettant d'enrichir la vie culturelle et associative du territoire. Alors, puisqu'on est sur ce thème-là, bon, Pascal pourra en parler mieux que moi. Ça a été évoqué au conseil communautaire, brièvement. Le projet cinéma, c'est un projet maîtrise d'ouvrage Ville d'Albertville. Ville d'Albertville, qui choisit le site, qui monte le projet et qui finance en grande partie via les aides de l'Isère, région, département. Ce n'est pas un projet monté par l'Isère. Ça ne veut pas dire qu'Isère est écarté, pas du tout. Mais c'est un projet maître d'ouvrage Ville d'Albertville. Voilà, faut bien avoir ça en tête. Je ne sais pas si Pascal veut en dire plus. Oui, voilà, tout à fait. Il y a deux phases. C'est la ville, donc effectivement, en partenariat avec les amis du cinéma, qui va, on va dire, construire le cinéma dans un premier temps, et après, cet équipement va être transféré par l'Isère dans un second temps. Voilà. Donc, cette construction, effectivement, est nécessaire si on veut garder une offre cinématographique sur Albertville. En tous les cas, des cinémas sur Albertville, compte tenu des obligations induites par l'état des salles actuelles, le nombre et l'état des salles actuelles, il y a une nécessité. Ça n'est plus une question à se poser, la nécessité du cinéma, elle a été étudiée. Les amis du cinéma ont eu recours à un prestataire extérieur spécialisé dans la construction du cinéma, qui a fait évidemment une étude de marché. On ne se lance pas dans un projet comme ça sans études du marché, et la nécessité est apparue. Alors effectivement, le financement va être fait à l'aide, il y a pas mal de subventions qui peuvent être mobilisées par aussi les amis du cinéma ou par leurs instances cinématographiques qui peuvent, avec des effets leviers qui seraient très compliqués, mais quand le projet sera plus avancé, on aura plus d'explications. Voilà, c'est un montage inutile de vous préciser, je pense que vous comprenez, et juridique et financier complexe, enfin complexe, faisable tout à fait, mais ce type de dossier est toujours, il y a toujours une phase dossier sur la table assez complexe à faire. Voilà. Donc, on viendra plus dans le détail. Voilà, je pense qu'il faut distinguer effectivement ces deux phases. Maître d'ouvrage, la ville d'Albertville, construction par la ville, avec les amis du cinéma, et après, transfert de cette
structure à Argouzer. Comme il a été dit, le Chanteclair demeure, puisqu'il y a une très grande salle, et que là, les salles seront plus petites. Et effectivement, le dôme théâtre et le dôme Gambetta n'existeront plus. Le dôme Gambetta, c'est un particulier qui est propriétaire de l'immeuble. Et au dôme théâtre, les salles sont affectées à plein de projets qui foisonnent déjà, pour l'instant, à l'état de. Voilà, les salles ne sont pas laissées sans affectation. Voilà, donc en fait, entre guillemets, on supprime 3 salles de cinéma, Gambetta et au dôme, pour en créer 5 ou 6, alors peut-être 5, aussi des contingences financières à respecter. On aime tous faire grand et beau, et puis après, quand on va voilà, on réduit un peu, en tous les cas, c'est 5 salles ou 6, mais peut-être pas, voilà, qui viendraient remplacer 3 salles. Donc, voilà, qui sont devenus et les cinémas ont été classés à la création du dôme dans le même bâtiment. C'est très, très compliqué à gérer au niveau de l'accueil, dans tous les cas, plus du tout adapté. Voilà. L'idée est de ne pas faire un complexe multisale, que vous savez, les complexes mono, etc. en périphérie, ne sont pas du tout l'idée. Sur 2 plans, déjà du plan de l'architecture, on ne va pas faire du champ comme ça. Et surtout, je dirais au niveau de la gestion, parce que les amis du cinéma continueront à proposer au niveau, comment dirais-je, culturel, tout ce qu'ils proposent autour, on ne va pas se retrouver avec des salles multiplexes non, pas citer de nom, comme il peut y avoir en n'importe grande ville. C'est justement peut-être pour éviter aussi qu'un tel complexe s'installe un jour, parce que c'est tout à fait possible, on est quand même une région dynamique, que l'idée est de maintenir les amis du cinéma ou une autre association qui a la même, comment dirais-je, le même souci d'avoir une politique culturelle forte en lien avec le cinéma d'image. Voilà. Et je viens résumer. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Bon. Donc le travail est déjà lancé par la réunion vendredi, je crois, demain. Oui, tout à fait. Demain après-midi, on est réunion de Argouzer est associé à ce travail-là, c'est bien. Voilà ce que je pouvais dire. Et le volet cinéma. Après, c'est des questions ou pas? Oui. J'étais déjà là au mandat précédent et c'est vrai que ce que j'entends ce soir, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu pendant 3, 4 ou 5 ans, c'est-à-dire où en est-on en gros dans l'avancée de ce projet? Parce que ce que j'ai entendu ce soir, c'est exactement ce que j'ai entendu l'année dernière et puis l'année d'avant. Est-ce que depuis, on a avancé dans ce projet ou est-ce qu'il y a eu des problèmes? Comment se fait-il qu'on n'ait pas plus avancé, qu'on soit toujours allé dans le projet? J'imagine que c'est la mairie d'Albertville, donc je ne sais pas trop comment ça marche, mais où on en est dans l'avancée de ce projet? C'est pas la mairie d'Albertville qui retarde le projet, c'est un projet qui prend énormément de temps. On a eu effectivement une piste avec un constructeur, mais c'était dans un projet plus vaste, avec, dans le cadre d'un ensemble, je dirais, où il y avait des bars, un bar, un restaurant, etc. Ce projet qui était pas mal du tout, du reste, n'a pas pu aboutir. Et c'est un projet, effectivement, qui prend du temps. Donc, effectivement, on aurait aimé aussi que la première pierre fût posée en fin de dernier mandat, au début de celui-là. Ça n'est pas le cas, mais le projet, il avance bien. Mais le programme tombe, non? Oui. Il y a un programmiste qui est sur le projet. Voilà. Donc, on va définir maintenant le lieu. Il y a 2 lieux possibles. Voilà. Et
Et après, il va s'enchaîner, mais c'est quelque chose. Parce que du coup, le lieu qui avait été parmi les années précédentes, qui était en fait la sortie, quand je voyais dans le Val d'Arly, qui était la sortie là où il y a le oui. C'est plus ce lieu-là. Non, il y a deux choix possibles. Il y a soit ce lieu-là, soit le lieu entre le palais de justice et l'octroi. Voilà, d'ailleurs, les gens sont très. Il y a des avantages et des inconvénients sur les deux lieux. Les gens sont très partagés sur le choix du lieu. Et on va, voilà, la première chose, ça va être de définir le lieu, mais ça va être fait rapidement. Et on a déjà un programmiste, effectivement, qui est sur le coup au niveau de la partie urbanistique. Voilà. Et pour en finir, la partie urbanistique, bien évidemment, va être travaillée avec les amis du cinéma, enfin, avec un urbaniste spécialisé en matière de création, de construction de salles, et les amis du cinéma sont pleinement associés aux agencements, aux aménagements. Voilà. Et eux-mêmes, via leur association et via le centre du cinéma, c'est comme l'abréviation, c'est CNC, je crois. Oui, voilà, le CNC, ils vont pouvoir avoir des subventions relativement. Subvention du CNC, l'organisme national, qui dépend du ministère de l'Agriculture, et qui est financé en grande partie par un pourcentage de chaque billet. Chaque fois que vous allez au cinéma, vous abondez un fonds national, et après, ce fonds est reversé au niveau local pour aider à la construction de complexes cinématographiques. Voilà. Donc, il y a des financements importants à ce niveau-là, en dehors des financements classiques des collectivités locales. C'est un système qui est ancien, au niveau national, qui n'existe pas dans beaucoup de pays. Il y a à peu près le seul pays qui permet ce genre de choses, et c'est bien. Parce que c'est sûr que ça fait. Je ne sais pas combien c'est, quand on fera la réunion avec les amis du cinéma, ils pourront vous dire quelle est la part, quand vous payez un billet, quelle est la part qui revient au CNC, qui après redescend localement. Mais ce n'est pas négligeable, et globalement, c'est. Ça permet de constituer un bas de laine. Oui, ça fait un gros bas de laine. Voilà. Ça fait un gros bas de laine. Parce que c'est quand même. Comment dire, l'argent que les spectateurs payent sur notre territoire quand ils vont au cinéma revient sur le territoire. Voilà, donc c'est intéressant. Et puis j'avais une deuxième question qui en partage. J'ai une autre réunion. Mais à qui est-ce qu'on doit s'adresser pour monter un projet de ciné-club? Est-ce que c'est directement avec les amis du cinéma ou est-ce qu'on peut passer par les directeurs? Est-ce que ça fonctionne? Vous pouvez. D'ailleurs, on fixera une date des prochaines réunions où on invitera, on verra par qui on commence, les quatre structures. Mais vous pouvez contacter, donc déjà si vous souhaitez, les amis du cinéma. Hein. Je ne peux pas répondre à leur place, hein, mais je pense qu'ils seront flattés si vous n'êtes pas flattés. C'est pas beau. Intéressés, voilà, merci. Ils sont intéressés de voir qu'il y a des gens qui sont passionnés par le cinéma. Merci. Bien. On va continuer. Voilà, de manière plus anecdotique. Alors, les tarifs, voilà, vous êtes un peu loin, hein. Mais même moi, je n'arrive pas à lire la partie haute en rouge parce que c'est trop foncé. Alors, traditionnellement, on vote les tarifs en novembre ou en décembre pour qu'ils soient applicables le 1er janvier. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite vous en parler ce soir. Donc, le tableau on va commencer par le tableau qui concerne la location des salles, du cinéma et du théâtre, pour le coup, si je ne dis pas de bêtises, des salles annexes du théâtre, aux organismes extérieurs. Ça peut être des associations locales ou des entreprises. On a de temps en temps une banque qui vient faire son assemblée générale, des choses de ce type-là. Dans ce cas-là, les salles sont louées et donc on fixe une grille de tarifs. Ces grilles de tarifs représentent la location que l'Armisère fait à l'organisme dans la location d'espace. Et c'est une première facture à laquelle s'ajoute une facture de prestations techniques. Les prestations techniques sont assurées soit par les amis du cinéma, soit par le groupe théâtre qu'on fait au groupe théâtre. Voilà. Donc, on les utilise, ces gamme de tarifs, on les utilise une ou deux fois par an, c'est très exceptionnel. Voilà. Et donc là, on vous propose de augmenter de 10 euros
On fait, voilà, tous les ans, on demande de 10 € sur location de salle. Ça, c'est pour le tableau du bas. Donc, la proposition continue. Moins d'anecdotique. Donc, les cinémas, donc on parle de solutions claires et du théâtre, sont gérés en délégation de service public. Ça veut dire que c'est à la collectivité de fixer les tarifs. Ils sont appliqués par son délégataire. Donc, bien entendu, on les fixe après échange avec le délégataire et après c'est pas son avis, c'est des propositions que le délégataire nous fait et qu'on discute. Donc, pour vous les lire, je vais vous les relire parce que c'est vrai que ce n'est pas lisible. Donc, le tarif plein est 8 €. Les abonnements, c'est 5,70 €. De mémoire, c'est 10 entrées. Là, et après, c'est la consigne des cartes rechargeables, c'est 1,50 €. Les tarifs réduits sont à 6,20 €. Les tarifs enfants à 4,50 €. Les tarifs scolaires à 3,70 €. Et après, c'est des films 3D et des lunettes, et c'est 1 € chacun. Voilà. Donc, compte tenu du contexte très particulier de cette année 2020, où on n'a plus d'entrée dans les cinémas depuis le mois de mars, la proposition, c'était plutôt de maintenir des tarifs identiques de la part des amis du cinéma. Il se posait juste la question de savoir s'il était opportun ou pas d'augmenter un petit peu le tarif des abonnés, le tarif enfant de 10 centimes. Ça reste à la marge et c'est ouvert à la discussion. Ils ont dit, voilà, si on devait augmenter un peu les tarifs, ce serait peut-être de 10 centimes le tarif abonné et de 10 centimes, le tarif enfant. Voilà, c'est ouvert à échange. Mon opinion, j'ai discuté cet après-midi avec Flavien, c'est pour cette année, je pense qu'ils vont bien s'abstenir d'augmenter, même à la marge, les tarifs, compte tenu du contexte, qui n'est pas folichon. Ça changera quelque chose? Enfin, je ne sais pas, moi j'ai les abonnements, ça ne me gênerait pas de payer 10 centimes. Compte tenu. C'est vrai qu'on va au cinéma, je suis allée, il a fait mauvais temps, ce week-end et tout, donc il n'y a personne dans les salles. Il n'y a personne, il y a eu un peu de monde sur un film très commercial. Sur Ténet, ils ont eu un peu de monde, semble-t-il, et après, les autres heures. Je trouve que c'est un peu malvenu pour cette année. Oui, voilà. C'est une catastrophe, alors que nous, on risque moins d'aller au cinéma que d'aller faire ses courses à Géant Casino. J'ai rien contre Géant Casino, mais retourner dans les salles. Donc l'augmentation, là, c'est plus, c'est vrai que ça fait ça veut beaucoup de choses, mais c'est plus un marqueur de dire qu'on augmente un tarif. Oui, on augmente alors. Vu les circonstances, c'est plutôt le marqueur. Et surtout pour le bénéfice à en retirer, enfin, je pense pas que 10 centimes sur le nom, ça passe énormément. Et puis, je trouve que c'est un mauvais signal de donner, je trouve. J'étais pas au courant de ton opinion, mais je la partage complètement. Alors, c'est vrai que le contrat des tarifs, le contrat de DFP, il est signé pour un accompagnement de la collectivité de 115 000 € sur 5 ans. C'était dans le but de départ, dans leur budget prévisionnel, connaissait des variations en fonction sur les 5 années. Et dans la discussion qu'on avait avec les amis du cinéma, c'était de dire, au lieu d'avoir une année à 150 000 et une année à 100 000, on avait lissé tout ça et sur 5 ans, on était à 115 000. Donc ça, c'était sous réserve d'avoir des... Ça, c'était hors Covid. Voilà. C'était sous réserve d'avoir une exploitation commerciale classique, on va dire. Et donc, vu les circonstances, pour l'instant, c'est une activité qui, par chance, a beaucoup de trésorerie d'avance. Pour l'instant, il y a encore le sous. Mais si ça perdure, ils ne pourront pas tenir le coup, la trésorerie va s'épuiser. Et c'est une activité qui fonctionne beaucoup par l'achat d'abonnements. Donc, les abonnements qui ont été achetés, ils permettent de financer la trésorerie maintenant. Simplement, quand l'activité va reprendre, les gens viendront au cinéma, entre guillemets, gratuitement, sans sur leur abonnement. Et puis la trésorerie qu'ils avaient, elle servait aussi pour mettre en place le nouveau cinéma. Donc, on les rencontre. Sur le coup, on est dans l'échange permanent avec eux, on les rencontre tous les mois et demi à peu près, pour faire un point d'étape de crise, on va dire.
Voilà, on s'attend à devoir accompagner plus fortement pour l'exercice 2020, donc en 2021, les amis du cinéma. On va croiser le droit pour pas que ça remonte sur plusieurs années. Mais... Et surtout qu'on retrouve le public. Et qu'on retrouve le public après. Parce que le public aura envie, une fois que tous ces soucis seront passés, de sortir. Oui. Il y a un point qui peut peut-être intéresser tout le monde autour de la table. Dans la politique des Amis du cinéma, et notamment Mélanie, la directrice nouvelle, s'est engagée dans un partenariat régulier avec un certain nombre de municipalités ou d'associations du territoire, ce qui permet à certains moments d'avoir plus de public dans les salles. Et je pense que justement, ceux parmi nous qui ne sont pas encore impliqués dans ce genre de choses-là dans différentes communes peuvent stimuler des associations pour essayer de travailler avec les Amis du cinéma parce que ça leur amène plus de public. Bon, en ce moment, c'est quand même pas génial. En faisant quoi? Je sais pas. Bien, mettons, vous êtes de quelle commune? Bon, excellent exemple. Vous décideriez d'avoir un festival de ski ou je sais pas trop quoi et vous vous adressez aux Amis du cinéma et vous avez une soirée consacrée aux films de ski qui peut se dérouler à Albertville et à Autus, et ils sont capables de monter un partenariat et de faire qu'il y ait du monde, tout ça. C'est le premier exemple qui me venait à l'esprit. Merci. On va peut-être passer au dernier document, qui concerne les médiathèques. Voilà. Alors, l'AGLO, comme vous le savez, gère une médiathèque d'Albertville et d'Ugy. Il y a d'autres bibliothèques ou médiathèques sur le territoire, hein, mais dans ce cas-là, c'est municipal. Donc, il y a une carte unique qui nous permet d'aller soit à Ugine, soit à Albertville, indifféremment. Un tarif qui est unique pour tous les habitants de l'AGLO, important de le savoir. Il y a un système de gestion des bibliothèques en réseau, alors pas uniquement les deux sites, hein, parce que dans le cas de J, on a une médiathèque ici, et travailler en réseau avec l'AGLO, les médiathèques de l'AGLO. Donc, ça permet une circulation, bien entendu, des documents. Il y a des boîtes de retour des documents. On peut déposer les documents le dimanche, les médiathèques sont fermées. Il y a bien sûr un site Internet. Au niveau d'ouverture au public, il y a 27h30 d'ouverture au public à Albertville et 22h à Ugine. Donc, un coût de fonctionnement qui dépasse le million d'euros. L'école de musique et de danse d'abord, après la subvention à la date, et qu'on rajoute les médiathèques et le cinéma. Et on a vu que ce n'était pas les cinémas les plus gourmands. Bon, là, c'est un établissement purement public. Hein. C'est pour ça que le coût est important. Et donc, des boîtes de retour des documents. Et donc, 22 personnes, soit un peu plus de 19 équivalents temps plein pour les deux structures. Donc, pour Albertville-Ugine, il y a 5400 personnes inscrites. 96% des abonnés habitent sur le territoire d'Arisère, 43% à Albertville, 15% à Ugine, ce qui fait 58%. Là, le reste, c'est sur les autres communes. 83 000 entrées. Vous pouvez consulter les ouvrages gratuitement. C'est quand même quelque chose d'appréciable. Bon, c'est normal et c'est dans toutes les médiathèques de France et de Navarre comme ça. C'est tant mieux. 211 000 documents qui sont empruntés, on va dire annuellement. Là, c'est 2019. Et 254 jours d'ouverture sur 365, ce qui est déjà pas mal. Alors, les chiffres, nous aurons un peu de chiffres. Hein, donc, on est dans le fonctionnement. Donc, pour Albertville, Ugine, donc, il y a des sur un total de dépenses de fonctionnement d'1 million d'euros, de plus, 1 43 000 hein, si je ne me trompe pas. Les recettes de fonctionnement de 99 000 euros. Vous voyez un peu le delta. Et si on rajoute Beaufort, là, c'est
ces petites sommes par rapport et 2300 € de fonctionnement. Soit un total. Voilà, parce que on y viendra après, mais dans les médiathèques, on a également une animatrice du réseau Open à Paris. Son poste, pour le coup, comptablement, son poste est intégré dans les charges à caractère, dans les charges de personnel. Par contre, on a des charges de fonctionnement des réseaux sensibles matériels, c'est les 2300 € par an. Sachant que Beaufort, c'est une bibliothèque municipale, mais avec une intervention du personnel de l'AGLO qui est donc représenté par cette somme. Voilà. Merci. Donc, bon, du grand classique, les médiathèques fournissent l'accès à l'information et développant la lecture publique. C'est des lieux de vie, c'est vrai que quand on va à la médiathèque, c'est un lieu de vie, et vivant aussi. Elles s'inscrivent pleinement dans la vie culturelle du territoire en prenant en compte le contexte local. Donc, bien sûr, il y a des animations en plus, des rencontres, des ateliers, des accueils de classe, des soirées jeux. Au départ, on n'est pas forcément, on ne penserait pas forcément qu'on peut faire des jeux de société à la bibliothèque. Moi, qu'à JI, chaque fois qu'il y a des soirées jeux, c'est plein. Et bien souvent des jeunes. Chaque fois que j'ai pu passer une soirée où il y avait des jeux, je vous apporte voir ce qui se passe et je suis frappé par le nombre de jeunes qui fréquentent les soirées jeux de société. Donc c'est encourageant. Et puis bien sûr des expositions ou des conférences. Il y a un temps fort annuel, c'est étendu aux bibliothèques d'Arlisère, mais pas que les deux bibliothèques d'Arlisère, les bibliothèques municipales aussi. Je crois qu'il y en a 11 ou 12 qui sont concernés cette année. C'est ça. Et donc, sur le thème du voyage. Et donc, en 2019, il y a eu 20 rencontres qui ont rassemblé environ 900 visiteurs. Et là, ça a démarré déjà. Et vous avez dû recevoir les infos. Il y en a d'autres qui sont programmés dans les prochains jours. Hier soir à Tournon. Je sais qu'il y en a une à JI. Samedi qui vient et samedi suivant. Voilà. Ça, c'est. Alors, pour suivre tout ça, n'hésitez pas, les médiathèques ont un Facebook, donc plutôt bien. Donc, ils vont répondre qu'il ne se passe pas une semaine, effectivement, quand il y a une action, une animation d'organisme. Et du coup, c'est vrai qu'on est plutôt. On a plutôt une activité dynamique sur ces équipements et du coup, ça se ressent sur la fréquentation des jeunes sur les ateliers du jour. Enfin, voilà. On ne peut pas concevoir, pour tous les équipements culturels d'ailleurs, on ne peut pas simplement concevoir l'action de ces équipements, simplement, je dirais, dans le cœur du métier. On ne peut pas concevoir le théâtre simplement en faisant de la représentation, comme on ne peut pas concevoir la bibliothèque simplement en étant derrière son guichet et en tendant un livre. C'est justement cette action culturelle qui fait vivre le lieu et qui, du coup, génère du lien et développe la pratique culturelle au sens large. Voilà. Et malheureusement, c'est vrai que quand on est pris par le quotidien ou quand on doit réduire, c'est un peu comme ce qu'on disait pour la LAC, quand on doit réduire un petit peu la voilure, et bien c'est sur ce type d'action qu'on renie en premier. Et malheureusement, du coup, derrière, si c'est très ponctuel, ça peut faire. Et si ça se renouvelle et qu'on prolonge, mécaniquement, la fréquentation et le rayonnement de l'équipement. C'est bien. C'est ce type d'action qui est le plus efficace en termes d'attractivité. Pour amener un nouveau public vers l'équipement. Petite question. Est-ce que le réseau de Bélan peut rattacher uniquement à la bibliothèque d'Albertville? Parce que je n'ai pas vu apparaître. C'est le slide d'après. Voilà. Donc, ça concerne effectivement, le réseau de Bélan, c'est pour effectivement, par rapport au public, il est très entre guillemets, on va supprimer les guillemets, et aller vers ce public-là qui ne viendrait pas forcément sur les équipements. Et donc, il y a un gros travail de fait, puisque ça touche environ 60 personnes qui sont accompagnées toute l'année.
une personne qui coordonne tout ça, 8 bénévoles, c'est important d'associer les bénévoles aussi, et 30 partenaires mobilisés sur les savoirs de base. Donc c'est un contrat qu'on a par 2 années, et un contrat signé avec la DRAC Rhône-Alpes, le ministère de la Culture. Un contrat territorial lecture donc, qui concerne billetterie, langue française et lien social. Donc il y a eu un départ à la retraite en 2020, Madame Hélinger, qui était coordinatrice du réseau Le Mélan. Donc il y a un recrutement sur un poste aux compétences élargies. Voilà. En fait, sur ce poste-là, Michel travaille à 60, était pas plein, était sur un temps partiel de 60% de mémoire. Voilà. Et on a recruté et donc on a eu un départ à la retraite et puis un départ malheureusement quelqu'un qui est malade et qui ne pourra pas travailler. Et de ces 2 postes-là, c'était 60% à 80%, on a recruté sur un temps plein, mais sur le pôle réseau de Vélan et pour l'action culturelle. Les tâches qui étaient assurées par la personne malade, on a pu les répartir au sein de l'équipe pour avoir un poste un peu plus costaud sur ces actions-là. Voilà, donc l'organigramme des responsables et du personnel, ça fait une équipe conséquente. Tout ça, vous l'aurez, vous sera adressé par mail. Donc, vous disiez tout à l'heure, médiathèque d'Albérie, IUJ travaille en réseau avec les médiathèques ou bibliothèques communales, qui sont par territoire. Voilà. Donc, actuellement, il y a eu un appel pour une procédure pour l'appel d'offres pour un nouveau logiciel, je ne me trompe pas, pour les bibliothèques municipales qui voulaient être dans le circuit, si j'ose dire. Et donc, c'est en fonction des réponses qu'on a eues, le logiciel va être installé. Alors, je ne peux pas vous donner de date, je ne sais pas si tu en as, Fabien. On a reçu l'ouverture des prix la semaine prochaine. Voilà, l'ouverture des prix la semaine prochaine. Et donc, pardon. Et un des points, mais je pense que vous y avez pensé sur les logiciels de bibliothèque, c'est les coûts qui sont les coûts du logiciel lui-même annuel. Oui. Et je pense que c'est vraiment un élément déterminant, non pas pour une agglomération qui a plus de moyens qu'une petite commune, mais pour les petites communes, savoir que l'achat initial coûte quelque chose, mais qu'ensuite il va y avoir un coût de renouvellement des droits à l'utilisation du logiciel. Ça, c'est vraiment, pour moi, ça serait un critère de choix important. Alors j'ai plus de détails précis, je vais dans la semaine prochaine quand on va regarder tout ça, mais de mémoire, aucune idée. Le constat, c'était que, alors on en parle après sur certaines communes. On avait un logiciel qui était déployé sur Albert-Régine, qui est le même, qui était aussi déployé à J, Mercury et Réunion, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ce logiciel fonctionnait en commun. On avait un bout de logiciel commun pour le savoir, et puis après, chaque bibliothèque communale avait son propre logiciel ou pas. Et donc, le logiciel commun sur Albert-Régine était le grand HS ne fonctionne plus, et trois des doigts pour couper ma route, je pense que c'était beau. L'idée, c'est d'avoir un logiciel commun pour Albert-Régine qui servirait, entre guillemets, de noyau central, et après, pouvoir raccorder toutes les médiathèques et les bibliothèques communales qui se font, et au fil de l'eau. Et ça, on a un premier jet de réponse de communes qui ont dit on s'associe tout de suite à la démarche, d'autres pourront venir plus tard, c'est ouvert. Et dans notre traité, 80% de mémoire, l'idée c'est que l'aglo finance le logiciel et les licences, et la commune finance simplement le poste informatique. Et après, le logiciel, c'est sur le web, en fait. Il n'y a pas de logiciel en dur sur le web. Voilà. Et donc, l'idée, c'était que l'aglo paye justement ce package-là. Je pense que c'est vraiment un critère de choix à avoir à l'esprit. Dans d'autres dossiers, Smart Aglo, par exemple, l'agglomération a exactement à voir les mêmes choses. Ouais. Parce qu'en général, c'est comme les imprimantes et les cartouches. Hein. Et après, c'est la cartouche. C'est consommable. Ouais. C'est consommable, ça. Voilà, donc après,
On a fait un outil, il y a un état des lieux pour on avait encore réparti en territoire, justement Frontex, un site internet commun, un guichet commun. Chaque bibliothèque conservait son fonctionnement et il n'y avait pas de mémoire de circulation de documents entre les sites. Dans le Beaufortin, 5 bibliothèques, un réseau qui fonctionne avec un réseau informatique, une carte publique et de la circulation de documents. Donc, on a des choses qui sont un peu disparates. Et dans le Val-d'Arly, 5 bibliothèques également, pas de réseau constitué, des animations mises en place. Et par contre, accès aux ressources de savoir. L'objectif est de développer un réseau de lecture au plus près des usagers du territoire, développer beaucoup de choses qui se font déjà depuis longtemps. Une personne chargée d'animer le réseau du Beaufortin est développée dans le Val-d'Arly, donc ça c'est la personne qu'on a évoquée tout à l'heure, les 2300 € qu'il y avait dans la colonne, hein, c'est ça. Décentraliser l'action culturelle, donc littérature voyageuse, on a déjà parlé tout à l'heure, et voix du fil documentaire, et mise en réseau informatique, donc c'est ce qu'on vient d'évoquer. Voilà, le réseau informatique, à terme, alors ça peut faire partie de discussion pour un projet, on aura le réseau qui va exister, qui permettra de consulter, d'échanger l'information sur l'action culturelle de chacun. Déjà, ça c'est un point important, c'est qu'on pourra, chaque point de lecture pourra relayer l'information de l'autre point de lecture du réseau. Premier point. Deuxième point, ça permettra de consulter les catalogues des autres sites. Ça permet de savoir que tel document est disponible dans tel endroit ou tel autre. Et après, est-ce qu'on veut aller plus loin? Est-ce qu'on fait la circulation des documents entre tous les sites? Dans ce cas-là, c'est une sacrée logistique à imaginer, mais pourquoi pas? Et les frais? Et les frais, mais c'est des choix, donc c'est des questions. Est-ce qu'on va jusqu'à une carte de lecture commune, c'est-à-dire à des tarifs communs? Après, une fois qu'on aura l'outil informatique, on pourra imaginer, alors on peut le faire par étapes, on peut imaginer pour certains minutes, on ne veut pas. Et après, tout est imaginable. Et ça fera partie du projet, du choix à définir. Très bien. Voilà. Alors, c'est les tarifs. On ne va pas les passer en revue tous parce que ça serait un peu fastidieux. C'est les tarifs, voilà. À mon avis, ce qui compte, c'est l'important aussi, c'est la recette globale. On a vu tout à l'heure, la recette des abonnements, c'est peanuts par rapport au budget global. Et c'est tant mieux. Il ne faut pas s'en plaindre, au contraire. Parce que si on veut que la culture publique soit plus largement utilisée, il ne faut pas que ça soit un barrage financier. Voilà. Donc voilà, la proposition, c'était pareil. De maintenir les tarifs pour 2020. Voilà. Vous êtes d'accord. Très bien. Et voilà, on a fait le tour des structures. Donc, au début de réunion, j'ai dit que l'ABLO souhaitait définir une politique culturelle. Je constatais qu'on ne part pas de rien. Hein. Donc, effectivement, on peut aller au-delà, peut-être harmoniser parfois les choses. Donc, il va y avoir une embauche au niveau de l'ABLO, une personne chargée d'aider les élus dans la définition de la politique culturelle. Donc, la fiche de poste est établie, elle a été rédigée par les services de l'ABLO. Le problème, c'est qu'on ne peut pas lancer la consultation pour recruter une personne parce que pour l'instant, le poste n'existe pas. Parce que, par définition, on a les plans. Donc, le poste n'existant pas encore, on ne peut pas lancer le recrutement. La fiche de poste est prête, mais on ne peut pas lancer le recrutement. Donc, le poste sera créé au prochain conseil communautaire. Et à partir de la création du poste, on pourra lancer la consultation pour recruter quelqu'un. Donc, on est début octobre, le 1er aujourd'hui. Donc, on peut penser que début d'année 2021, personne en charge d'aider les élus dans la définition d'une politique culturelle à l'échelle de la ville. Voilà. Autre chose. Une politique culturelle, on ne va pas la définir en
2 mois, 3 mois. Hein. Voilà, ça prendra du temps et puis développer, ce sera progressif aussi. Hein. C'est important qu'on ait une personne qui soit bien sûr compétente, qui ait des compétences pour aider les élus. Oui. Ce qui sera intéressant peut-être aux réunions, c'est que au-delà simplement du descriptif des projets des différents équipements communautaires, on puisse inscrire également les dynamiques qui existent dans les différentes communes de l'agglomération, parce qu'en fait, toute la définition de la politique culturelle, elle va être notamment dans l'articulation entre ce qui se fait au niveau, il y a des choses qui se font à Albertville, il y a des choses qui se font à Gilly, à Ugine, il y a des choses qui se font à Tournon, à Cléry ou ailleurs, et justement, il faut qu'on parle de tout ça aussi. D'accord. Voilà. D'accord. On a un gros travail. Hein. Bon, voilà, on a 6 ans. Hein, et... Il y a également des choses qui sont totalement hors secteur, hors institution, et qui peuvent mériter d'être aidées, et qu'il faut qu'on arrive à repérer aussi. Je pense par exemple aux musiques actuelles chez les jeunes. Oui. Voilà, il y a des éléments qui peuvent être aidés, alors que ce sont des jeunes qui ne demandent de rien, mais qui peuvent ne pas réussir à avancer parce qu'ils n'ont pas l'aide qu'ils méritent d'avoir. Voilà. Définir une politique culturelle, c'est soit par rapport à ce qui existe, mais aussi c'est d'avoir d'autres idées et d'autres projets, bien entendu. Voilà, donc je propose, voilà, on a atteint 2 heures, c'est bien, mais 2 heures, c'est parfait. Au-delà, c'est plus difficile parfois. Je propose, si vous êtes d'accord, qu'on fixe une prochaine date. Ça, au moins, vous savez qu'on a quand même des problèmes de salle, hein, donc des conditions pour que chacun ait sa place. Donc, on ouvre l'agenda. L'agenda, quand on peut faire oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, là, on est le 1er octobre. Donc, ça peut être avant la fin du mois ou tout début novembre. Il y a le grand minimum qui arrive. Oui, si tu peux passer ça au-delà du grand minimum. Voilà, première semaine de novembre, c'est bien. Début novembre, ça serait bien, mais pas avant. En août, pour un certain nombre d'entre vous, c'est possible. S'il y a la famille éloignée, ce sont les vacances de la Toussaint. Voilà. Alors, j'allais vous proposer le jeudi 5, il y a le conseil communautaire. Donc, le jeudi 5 ne sera pas possible. Donc, ça peut être pour moi le mercredi 4. Le mercredi, ce sera toujours un bon jour pour les. Mercredi 4. La veille du conseil des globes. Le 4, ça vous conviendrait? Oui. Pour tous ceux qui sont dans la salle, il n'y a pas d'empêchement particulier. Donc 18h, à vérifier avec les salles, hein, je ne peux pas vous le confirmer aujourd'hui. Et ça sera confirmé et inscrit dans le compte rendu? Oui. Hein, très bien. Si toutefois ce n'est pas possible, ben, on vous proposera une autre. Dès qu'on a bloqué la date, à partir des. Mercredi 4, 18h aussi? Oui, 18h. Oui, très bien.